Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Les animations d'Evras auront bien lieu dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les députés du Parlement de la Fédération ont approuvé le projet. Celui-ci sera donc mis en place comme prévu, malgré les manifestations et malgré aussi les incendies perpétrés dans des écoles de la région de Charleroi. Alors pourquoi est-ce que cet éveil à la vie relationnelle, affective et sexuelle a suscité autant de protestations? Qu'est-ce qui est en jeu quand on parle d'éducation et de sexualité ou d'éducation sexuelle en particulier? Quelles étaient les fausses informations qui ont pu circuler, les questions plus légitimes que certains parents pouvaient se poser? Et est-ce que tous ces débats vont laisser des traces dans le futur? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions, nous avons invité Caroline Depeut. Vous êtes psychiatre, vous exercez notamment à la clinique Fonroy, et Lionel Rubin, vous êtes vous chargé de mission au CAL, le Centre d'Action Laïque, où vous suivez notamment les questions d'enseignement. D'abord peut-être Caroline Depeut, est-ce que ça vous a surpris l'ampleur de ces débats et aussi la passion qu'on a pu voir dans ces débats? Alors oui et non. Je dirais oui, ça m'a surpris parce que j'ai vraiment été étonnée d'un moment de cette espèce de tsunami comme ça, de critiques, d'informations, de désinformations qui a quand même pris beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Et en même temps, ça ne m'a pas surpris parce que je pense que c'est un sujet sensible. On parle d'enfants, on parle de sexualité. À cela se mêlent toutes les idées qu'on peut avoir et d'inquiétudes sur la question de l'orientation sexuelle, du genre. Et j'ai l'impression que tout ça fait, on le dit à Bruxelles, un melting pot qui peut susciter de grandes inquiétudes. Ouais, ça veut dire que quand on parle d'enfants, de nos enfants, parce que ce sont surtout des parents qui ont pris part à ce débat, quand on parle de nos enfants, il y a un petit côté irrationnel, ça met en jeu beaucoup de valeurs, y compris les valeurs qu'on souhaite transmettre? Oui, parce qu'on a peut-être une crainte d'une confrontation entre ce que nous, on transmet comme valeur en tant que parents à nos enfants, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, et ce qui peut se dire à l'école sur lequel on n'a aucun contrôle. C'est le principe de l'école, c'est la communauté et le fait qu'on délègue à des enseignants le fait d'enseigner à nos enfants quelque chose. Mais du coup, cette délégation fait qu'on perd le pouvoir et le contrôle de ça. Ouais, et donc quand il s'agit d'enseigner les maths, il n'y a pas de problème. S'il s'agit de parler de comment on doit se comporter dans la vie, et en particulier de la sexualité, c'est plus compliqué. Même question pour vous, Lionel Rubin. Vous l'avez senti venir ce tsunami ou pas? Ouais, oui et non, je vais rejoindre un petit peu. C'est-à-dire que depuis 50 ans, depuis qu'il y a de l'éducation sexuelle, sur ces questions, quand on avance, effectivement, il y a parfois des résistances et il y a aussi des questionnements des parents. Et ça, on doit pouvoir l'accepter, il faut pouvoir y répondre, il faut pouvoir expliquer aux parents, quelles que soient les questions. Maintenant, là où on a été surpris, c'est la virulence, en fait, de la désinformation. Et de voir, quand on a analysé les mécanismes de désinformation depuis quelques semaines, venant souvent de groupuscules et d'associations de France qui ont instrumentalisé non seulement des communautés, mais aussi des parents. Là, effectivement, c'est un petit peu du jamais vu. Et je pense que c'est même une question qui dépasse l'Evras et qui doit interroger la société, la politique et les médias dans son ensemble. Une question qui touche plutôt à l'information, à la qualité de l'information, à la capacité à contrer des fausses informations. Ouais. Je vous propose d'entendre un premier interview de Caroline Désir sur cette question-là, justement. On est le 8 septembre et Caroline Désir, donc ministre de l'Éducation, Fédération et Bruxelles, essayait de calmer ce débat qui était en train de s'envenimer. Elle était interrogée ce jour-là par Loïc Strauss. Ce sont des fake news qui sont colportées, c'est extrêmement difficile de les combattre pied à pied, c'est ce qu'on essaie de faire et il faut évidemment rassurer les parents. Il n'est pas question de faire des cours d'éducation sexuelle à des enfants de maternelle, il n'est pas question de donner des cours de pratique sexuelle, il n'est pas question d'imposer une orientation de genre ou une identité sexuelle à des enfants. Tout ça n'existe pas dans notre projet, donc c'est aussi simple que ça. Il y a 2 animations à 2 moments clés de la scolarité, en 6e primaire, en 4e secondaire. On va aborder calmement avec des jeunes, des questions qu'ils se posent. On ne va jamais rien anticiper, on ne va jamais rien imposer comme thème. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce sont des animations qui vont être données par des professionnels formés pour ça, agréés par la Fédération de Bruxelles et contrôlés dans ce qu'ils font. Voilà, donc des professionnels qui vont donner des animations. Pour qu'on précise bien, ça a toujours existé, les cours d'éducation sexuelle. Même moi, qui ne suis plus un jeune homme, j'en ai eu. Ce qui est nouveau, c'est qu'on met un cadre et on précise aussi que ce sont des animateurs extérieurs qui vont venir les donner avec un référentiel, donc une sorte de bible de ce qu'on peut pouvoir dire aux enfants, mais
à partir des questions des enfants. Ce n'était Voilà. pas une réelle nouveauté finalement, Yann Rubin, sur le fond. Non, en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une labellisation des acteurs. Ça, c'est la première nouveauté. Ça veut dire qu'il ne sera plus question pour une école de faire venir n'importe qui dans l'école. Donc, justement, la demande de transparence des parents, elle est rencontrée. Parce qu'on sait maintenant que c'est soit des plannings, soit des PSE qui travaillent avec les écoles. Donc les plannings, soit c'est les centres de planning familial. soit des PSE, donc des points santé école, qui travaillent dans les écoles, soit des centres PMS, donc psycho, médical et sociaux, qui travaillent également dans les écoles. Donc en fait, ce sont quasiment des acteurs qui travaillent main dans la main. On peut parler avec d'une les écoles. professionnalisation de ces animations d'éveil? Ben, il y a effectivement, alors ce sont déjà des professionnels qui vont donner ça, qui sont des assistants sociaux, des juristes, des sexologues ou bien des médecins aussi, qui vont donner ces formations, qui vont être formés en plus pour les techniques d'animation et d'Evras, et en plus qui vont être formés en continu sur le long terme. Caroline Désir disait qu'il y a eu beaucoup de fausses informations. Elle donnait des exemples dans le petit interview qu'on vient d'entendre. Elle a raison de dire ça, il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé. Oui, donc on a eu des vraies fausses informations, donc ce qu'on peut appeler fake news, des informations, par des groupuscules extrémistes, souvent venant de France, qui par exemple disaient qu'on allait apprendre aux enfants à se masturber en classe. C'est évidemment totalement faux. Pourtant, quand ces informations-là, elles sont partagées sur les réseaux sociaux, il y a souvent des éléments d'accompagnement qui sont des extraits présentés comme des extraits des documents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des documents de l'animation de l'Evras. Comment on explique ça? C'est-à-dire que c'est le principe de la désinformation. Ça veut dire qu'on va sortir un mot de son contexte, on va forcément l'instrumentaliser et on va lui faire dire n'importe quoi. Si on prend l'exemple, par exemple, de la pornographie, qui a fait effectivement tourner, l'idée n'est effectivement pas d'apprendre à visionner des films pornographiques, c'est totalement faux. Par contre, la question de la pornographie, c'est sûr qu'à 12 ans, c'est une réalité. Les élèves, en moyenne, sont en contact avec leur première image pornographique. Et donc, ce que dit le guide, c'est qu'il faut pouvoir répondre à une question d'enfant qui serait posée sur ce thème-là. Mais si l'enfant se pose la question, il faut pouvoir l'aborder et effectivement déminer et voir comment lui donner les outils pour se protéger effectivement de ce type d'image pornographique. Caroline Lepeuil, donc il y a eu des parents qui étaient de bonne foi ou de mauvaise foi contre l'Evras. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout une certaine légitimité lorsqu'on est parent à se poser des questions? Et notamment le problème de l'information. J'entends parler de l'Evras à la télévision, par exemple, parce qu'il y a une manifestation. C'est normal que je ressente une inquiétude et que je pose des questions? Oui, c'est tout à fait légitime et moi je trouve ça plutôt positif et sain en fait. Il y a toute une série de parents, alors il y a ceux qui sont pour d'emblée, ils savent que c'est bon, ils sont là-dedans, ils sont formés, ils sont informés. Il y a ceux qui sont contre et peut-être qu'il y en a qu'on ne pourra pas faire changer d'avis. Et puis entre, il y a tous ces parents qui ne sont pas tout à fait informés, qui n'étaient pas au courant, qui voient ça, puis qui voient l'opposition, qui voient des informations, qui disent quoi, masturbation, pornographie, et qui peuvent avoir peur et qui demandent des informations. Et c'est là que c'est très important, je trouve, de pouvoir compléter les informations des opposants, qui sont effectivement déformées, qui sont exagérées, qui sont on vient pointer quelque chose et pouvoir compléter ça avec une information qui est neutre, qui est bienveillante, qui peut aussi remettre dans son contexte et qui peut aussi dire que cette Evras et ces formations, elles doivent être contrôlées, elles doivent être évaluées, on doit pouvoir régulièrement se dire arranger les choses. Et je trouve que c'est cette fluidité de l'information qui permet aux parents qui sont inquiets et de façon légitime. On a nos enfants, on les met à l'école, on veut faire confiance, on parle de sexualité, on entend qu'il y a quand même des oppositions ou en tout cas des questions autour de tout ça. Oui, s'informer, c'est sain. Ouais. Alors je vous propose qu'on entende d'ailleurs une partie des parents. C'est un reportage tourné lors de l'une des manifestations organisées à Bruxelles. Il y en a eu plusieurs. Là, on est au Mont des Arts. C'est le 17 septembre et c'est un reportage de Perrine Hubinon et Karim Fahim. Evras, casse-toi, un slogan incisif répété par ses parents en colère sur la place de l'Albertine. Je suis totalement contre ce nouveau programme. Je pense que la ministre de l'Éducation devrait se concentrer sur l'accord des professeurs et sur leurs connaissances. Plus de 1500 personnes se sont rassemblées pour faire entendre leur opposition à l'Evras. Depuis cette rentrée, une animation d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est donnée 2 heures par an aux élèves de 6e primaire et de 4e secondaire. Safia est maman d'une fille de 7 ans. Pour elle, l'école n'a pas son mot à dire.
Je pense quand même que la sexualité est quelque chose qui doit être plutôt géré dans la famille, tout simplement, ou à la limite quand ils sont adolescents. 6e primaire, je trouve ça tôt. 4e secondaire, à la limite, je pourrais encore l'entendre, parce que voilà, on est déjà sur des âges un peu plus avancés. Mais 6e primaire, c'est quand même 11 ans. C'est très tôt quand même. La manifestation s'est disloquée dans le calme en fin d'après-midi. Alors, Caroline De Puyt, on vient d'entendre une maman, une interrogation. Ça, c'est ce que vous classeriez dans les interrogations légitimes? Oui. De se dire, tiens, au fond, est-ce que la sexualité de mes enfants... Et c'est là qu'on peut répondre, je trouvais intéressant de redire, Evras, c'est aussi relationnel, affective et sexuel. C'est pas que du sexe, déjà. C'est les relations, c'est l'affectif. Ouais. Et quand elle dit, 11 ans, est-ce que c'est pas un peu tôt quand même? Mais comme vous venez de le signaler, l'âge moyen de premier contact avec des images pornographiques, c'est 10 ans. Donc oui, en fait, c'est le moment... Ça veut dire qu'il y a une majorité d'enfants qui, à 10 ans, sont confrontés à des images porno. Oui. Ils sont, en fait, avec leur GSM, leur smartphone, et ils surfent sur Internet et en fait, ils sont confrontés assez tôt à des images pornographiques. Ouais. Mais si on ne vient les pas... Les parents, ils ne veulent pas le savoir ou ils le savent? Alors je pense qu'ils ne veulent pas le savoir, qu'ils ne le savent pas et qu'on doit informer de ça. Qu'on doit pouvoir leur dire, vous savez, et la même chose pour la question, on veut que ça reste en famille. Et évidemment, parce que je pense qu'il y a des familles qui sont très chouettes, très bienveillantes et qui en parlent de façon légitime. Mais il y a des familles où c'est tabou. Et donc, on ne peut pas en parler. Et il y a des familles, je le rappelle, où il y a quand même des histoires d'abus dans la famille. Et donc, il y a une autre raison pour laquelle il n'y a pas de droit à la parole là-dedans. Et pour tous ces enfants-là, et qui sont nombreux, c'est une nécessité aussi de pouvoir sortir de la famille. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant, ce genre d'intervention, parce que sans critiquer et sans rentrer dans la confrontation, on peut vraiment répondre. Et puis, la personne, elle peut du coup, ou pas, changer d'avis et faire évoluer son point de vue. Ouais, sur l'âge des enfants et sur l'âge à partir duquel on peut parler de quoi? Est-ce qu'on peut parler d'homosexualité, de transidentité, d'apparence de genre? Alors, peut-être pas avec ces mots-là. Est-ce que ce sont des questions que de jeunes enfants peuvent spontanément se poser ou pas? Oui, Parce que ça, c'est quand même un reproche que beaucoup d'opposants au projet ont formulé. Ils disent... Nous, on ne veut pas qu'on parle d'identité de genre ou de transidentité à nos enfants, c'est les inciter à vouloir aller dans cette direction-là, alors qu'ils n'auraient pas eu l'idée tout seuls. Je résume et je caricature, mais il y a un peu de ça quand même. D'abord, je voudrais rassurer, en général, l'identité de genre, ce n'est pas un petit caprice, et ce n'est pas parce qu'on en parle à un moment que quelqu'un va se dire « Ah, j'ai envie de devenir une fille ». C'est souvent un processus assez long, assez profond, et quand c'est accompagné, il n'y a pas non plus de changement d'un coup de baguette magique. Mais ce qui est important de se dire, c'est que les enfants posent des questions, et même très tôt. Moi, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai un petit garçon de 5 ans qui m'a dit « Est-ce qu'on peut avoir 2 mamans ?» Et au fond, d'abord, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? Et c'est parce qu'au stage où il avait été, il y avait un garçon qui avait effectivement 2 mamans. Et donc, ça permet d'aborder l'homoparentalité. On ne l'aborde pas comme ça, mais donc, c'est une réalité. Et les enfants, ils posent ce genre de questions, et sans jugement, parce que de leur côté, c'est vraiment de façon très, très pure, en fait. Parce que si on leur répond, oui, c'est possible, et ok, parfait, on avance. Lionel Rubin, j'aimerais vous entendre sur la notion de, c'est pas à l'école de parler de ça, c'est à nous, parents, d'aborder les questions de sexualité, mais aussi peut-être de vie affective d'une manière générale. Il faut mettre ça surtout en regard des chiffres. Et pour l'instant, en fait, dans la jeunesse, en fait, les chiffres sont dans le rouge en matière de sexisme et de violences sexuelles. Donc, il y a un Belge sur 2 qui a été confronté à des violences sexuelles. Donc, en fait, garder ça dans les familles, il faut faire le constat, il faut acter le fait que ça ne fonctionne pas et que les chiffres sont dans le rouge. Donc, il faut donner des outils aux jeunes, aux enfants, pour se protéger dès le plus jeune âge. Et leur apprendre, par exemple, assez tôt, c'est quoi le consentement? Non pas spécialement en matière sexuelle, mais c'est quoi dire non? Comment est-ce qu'on peut dire non? Dans quelle situation, etc. Et ça, l'Evras va le faire, par exemple. Mais ça, effectivement, il y a des outils sur le consentement qui sont très tôt dispensés, mais qui ne parlent pas de sexualité. Donc, savoir que j'ai le droit de dire non, même exactement, si on insiste pour obtenir quelque chose de moi. Et c'est là où il faut vraiment rassurer les parents, c'est qu'en fait, ce sont toutes ces dimensions, comme vous le rappeliez, c'est que c'est toutes ces dimensions d'affectivité et de relationnel qui vont aussi permettre justement de protéger les filles et aussi d'inculquer aussi du respect aussi aux garçons quand on voit le sexisme dans nos sociétés, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a souvent, c'est un argument qu'on a entendu, une sexualisation des enfants? On assigne trop tôt les enfants a un rôle dans la sexualité, il devrait être protégé de ça. Moi, je crois que dans la société actuelle, en effet, il y a une sexualisation des enfants. Vous voyez les publicités avec des petites filles qui sont hyper sexualisées. Vous voyez effectivement, quand on se dit qu'on peut être confronté à une image pornographique à l'âge de 10 ans, c'est beaucoup trop tôt. Il peut y avoir... Mais je ne crois pas que l'Evras va venir en rajouter une couche, que du contraire, ça peut justement détricoter ça. Mais oui, moi, je crois qu'il y a un problème dans la société d'une hypersexualisation, d'images infantiles, et que c'est pas
pas désiré, c'est pas désirable. Oui. Alors, je vous propose qu'on entende un deuxième extrait d'une interview de Caroline Désir. Là, c'était un petit peu plus tard. On est le 18 septembre, si je ne me trompe pas. Les écoles, il y a des écoles qui ont été incendiées à Charleroi. Et vous allez entendre dans les propos de la ministre de l'Éducation qu'on est monté d'un cran. Quand il y a des manifestations qui rassemblent 1500 personnes où on tient des propos ouvertement homophobes, transphobes, antipolitiques, complotistes, on voit bien que l'Evras ici est un pur prétexte. Ce sont des discours qui aujourd'hui sont pénalement répréhensibles. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Voir main dans la main finalement l'extrême droite et des représentants certes ultra-conservateurs des différentes religions, c'est très inquiétant. On voit les groupuscules qui sont à l'œuvre derrière tout ça. Donc c'est clairement des campagnes de désinformation qui sont organisées, qui sont structurées, qui sont financées en partie de l'étranger. Je suis inquiète de l'ampleur de ces mouvements, en fait. Je crois vraiment que ici, on est face à une attaque de notre état de droit, une tentative de déstabilisation de notre état de droit. On a un travail de terrain, de réinformation à faire en continu, mais il ne faut aussi pas être naïf et il faut que notre État se mobilise pour préserver ses valeurs fondamentales. Donc là, il y a des mots forts qui ont été prononcés. Lionel Rubin parle de déstabilisation de l'état de droit. C'est aussi votre sentiment. Est-ce que les réseaux sociaux servent d'amplificateurs à des gens qui sont mal intentionnés au départ ? Je pense, là c'est quand même reconnu. Maintenant, on voit dans les situations internationales et nationales, notamment au moment des élections, au moment de sujets sensibles, effectivement, que les réseaux sociaux vont amplifier ça. Des tentatives d'ingérence étrangère, c'est vraiment ce qui s'est passé ici ? Ouais, en tout cas, là, ce qu'on a analysé, c'est qu'il y a quand même des entités, des groupuscules, des associations, en fait, qui sont basées en France et qui tiennent ce discours-là en France et qui ont ce débat-là en France et qui sont venus, en fait, amplifier ça en Belgique et qui se sont servis de l'Evras pour amplifier ça. Des gens qui étaient liés au mariage pour tous. Voilà, exactement. Donc, tous ces milieux identitaires français, notamment, et je voudrais quand même rappeler, et c'est là où je rejoins Madame Désir, c'est que en fait l'Evras, c'est un processus démocratique qui date de 40 ans, donc ça fait en 84, on a la première proposition de décret qui est en fait une information à la sexualité pour les jeunes, et c'est déjà lié à ce moment-là à la prévention pour les grossesses non désirées. Ouais. On a vu donc une coalition de plusieurs groupes, notamment dans la manifestation dont on a vu des images, on va peut-être voir des images d'une autre manifestation dans un instant. Des gens de la communauté musulmane, des gens qui appartenaient à des mouvements classés comme d'extrême droite en France, qui se retrouvaient dans les manifestations. Le point commun, c'est quoi ? Est-ce qu'il y avait une forme d'homophobie parmi les opposants à l'Evras ? Il y avait cette idée-là, on ne doit pas parler d'homosexualité aux enfants parce que ça va leur donner de mauvaises idées. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'il y a une partie de la communauté musulmane qui s'est fait instrumentaliser sur base de désinformation. Après, on a eu effectivement des groupuscules d'extrême droite française, intégristes catholiques, voire aussi musulmans, qui se sont rassemblés et qui ont organisé cette désinformation. On a vu en tout cas sur la dernière manifestation que l'Evras permettait effectivement de générer, d'aller chercher le fond contre tout ce qui était l'homosexualité, contre l'IVG aussi, ou toute forme de progressisme sur ces matières-là. Et donc, je pense que ça a rallié, si vous voulez, un fond conservateur et intégriste aussi, qui a permis de manipuler certains parents et certaines communautés. Ouais. Est-ce qu'il y a un clivage dans notre société, Caroline Depeut, sur ces questions de sexualité, entre ceux qui se voudraient les plus tolérants et qui estiment qu'on doit insister sur le consentement, la tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles, et puis d'autres qui auraient une vision plus conservatrice des relations homme-femme, c'est entre un homme et une femme et rien d'autre, et de préférence on demande à la femme d'être fidèle jusqu'au bout de sa vie. Est-ce que ce clivage-là, il existe ? Il y a deux visions de la société ? Je crois qu'on est dans une société de clivage et qui aime bien aussi pointer ces clivages-là. Et j'ai tendance à penser que c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens très progressistes et qu'il y a des gens très opposés. Ou qui se disent progressistes, ou qui se disent voilà, et qui portent l'image d'eux. Mais au milieu, je crois qu'il y a aussi vraiment la majorité des parents, en fait, ne sont pas aussi imprégnés de ça, d'idéologie d'un côté ou de l'autre. Par contre, ce que nous, on en voit dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est cette polarisation et où ce sont ceux qui crient le plus fort qui sont le plus entendus et qui vont du coup aussi... C'est difficile de répondre à ça parce que la réponse est tellement violente que quand vous avez envie de mettre un petit peu de nuance et de subtilité là-dedans, d'abord vous n'êtes pas entendu et puis vous êtes fortement décrié et violenté, donc vous avez envie de vous dire je me tais. Et ça aussi participe au fait qu'on a l'impression qu'il y a un énorme clivage. Est-ce que dans la réalité, c'est le cas ? Effectivement, il y en a un, mais je crois qu'il faut aussi penser à tous ceux qui sont entre. Oui, qui sont a priori majoritaires. Je suis un parent, j'avais des doutes
et on me dit, mais non, c'est de la désinformation, c'est de l'intoxication, vous êtes manipulé. Comment je vais réagir en tant que parent? Ça va me mettre en cause? Comment ça va vous mettre en cause? Ouais. Mais ça peut vous J'ai des doutes inquiéter. sur les VRAS. Ouais. Je ne sais bah pas oui, trop de quoi on fatalement, parle. vous J'ai êtes- des questions. Bah- Et puis j'apprends que non, si j'ai des questions, peut-être que je suis un complotiste. Ah oui, il ne faut pas grand-chose pour vous faire basculer d'un côté ou de l'autre, en tout cas, quand vous avez des doutes. Et justement, parfois, cette idée de dire c'est de la désinformation, ceux qui sont inquiets vont encore plus se dire on essaye de me cacher des choses. Donc parfois, le fait d'essayer de démonter ce discours-là peut justement engager dans une voie de l'opposition. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut pouvoir entendre et répondre. Et pas que répondre, en fait, parce que j'entendais aussi Caroline Désir qui disait on est dans une réaction et on doit réagir pied par pied. En fait, il lui fallu, et peut-être pour les prochaines fois, en fait, prévoir ça. Et donc aussi, c'est une éducation à l'éducation. Essayer d'informer autour de tous ces sujets-là pour que ça fasse moins chauffer les marmites. Ça va laisser des traces, ce débat? Ce clivage, il est là pour rester ou on peut travailler, l'effacer et finalement, dans 1 ou 2 mois, on aura oublié toutes ces polémiques et les choses reprendront leur cours sans qu'on n'en parle plus jamais? Alors on sait qu'une polémique est remplacée par une autre. Je pense que c'est aussi important de pouvoir tenir bon dans ces moments-là et de ne pas faire tout de suite marche arrière parce qu'il y a des polémiques, mais de pouvoir dire ok, on va continuer à avancer. On entend les revendications, on entend les récriminations et on va travailler là-dessus pour améliorer le guide, améliorer les formations en fonction de ça et améliorer le retour qu'on en a et poursuivre et continuer. Bon, et moi je pense que moyennant ça, ça peut avancer et justement dépasser cette polémique. Ouais. On a des positions très tranchées entre des mouvements conservateurs d'un côté et des gens qui défendent fortement les VRAS. C'est le cas de votre organisation, Lionel Rubin. Vous parlez ou le contact est rompu entre les opposants et les partisans de l'EVRAS? Nous, ce qu'on va essayer là maintenant de faire, c'est en fait répondre et rassurer 99% des parents qui se posent des questions et dont les questions sont légitimes. Ils se posent des questions par rapport à l'éducation de leur enfant. Donc on a le devoir effectivement de les rassurer, d'expliquer c'est quoi l'EVRAS et en quoi c'est un outil de protection pour les enfants. Et ça va être le travail de ces prochains mois. Et on veut vraiment renouer le dialogue avec toute la société civile et tous les acteurs et actrices de l'EVRAS, bien sûr. Pacifier le Bien monde sûr, de l'éducation, oui, parents y tout à fait. compris. Merci Lionel Rubin, chargé de mission au CAL, le Centre d'action laïque, où vous suivez les questions d'éducation, et Caroline Depoit, psychiatre. Merci d'avoir été présents tous les deux sur ce plateau. Demain, dans Plus d'Actu, c'est Georges d'Allemagne qui sera l'invité de l'émission. C'est notre formule du vendredi avec vos questions par mail, plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. C'est Stéphanie Meyer qui présentera l'émission. Et puis demain matin, notre matinale Bonjour Bruxelles. On recevra notamment Olivier Minguin et on parlera des institutions francophones, notamment dans cette émission de demain. Continuez à bien vous informer et à bientôt.